donc je C'est touche du bois. parfait. Et du coup, on doit être live. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour David et merci d'être avec nous pour cette Malte Academy. Alors, je vais faire une petite introduction rapidement avant de laisser David dérouler son sujet, simplement pour me présenter et pour présenter le fonctionnement de Livestorm et des Malte Academy. Donc enchantée, moi je suis Clémentine, je travaille pour l'équipe community chez Malte, Malte Academy Malte. Voilà, on est un petit peu original dans l'équipe sur les choix de noms. Donc les Malte Academy, c'est des sujets qui sont ouverts à tout le monde, donc à notre communauté freelance, mais pas que, qui sont organisés pour des freelances, mais pas que non plus. Euh, on recherche toujours des speakers sur différents sujets, ça peut être du design, de la tech, peu importe. Je vous laisserai du coup mon email dans la barre de commentaires si certaines personnes sont intéressées pour animer la prochaine. Pareil, je passe rapidement sur Malte, mais on est une plateforme de mise en relation entre clients et freelance. S'il y a des freelances parmi vous qui veulent plus d'infos, pareil, pas hésiter à me contacter. Euh, pour terminer sur la partie Malte. Livestorm, j'anticipe les premières questions. Cette Malte Academy est enregistrée et sera disponible sur le site Malte Academy que je vais également vous mettre dans la partie chat. Sur les personnes qui souhaiteraient récupérer la présentation, pareil, vous aurez mon mail. Pas hésiter à me la demander en fin de sujet pour la récupérer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le chat, je vois que certains ont déjà commencé à l'utiliser pour dire bonjour. Donc tant mieux, super. Si vous avez des difficultés pour voir, entendre David, vous pouvez plutôt le mettre dans la partie chat. Sur tout ce qui va être question, elles seront traitées chapitre par chapitre pour que ce soit plus facile de les retrouver et donc de les traiter. S'il vous plaît, à côté du chat, en bas à droite, vous avez une rubrique qui s'appelle questions. Bien, j'insiste, bien lister, notez vos questions dans cette rubrique-là parce que sinon elles vont se noyer un peu dans le fil de l'eau. Donc ce sera beaucoup plus facile de les trouver et de les traiter dans cette partie questions. Et voilà, je crois que moi je crois que j'ai fait le tour. Donc écoutez, je vais descendre de scène, me mute. Et David, du coup, je te laisse la main. Bonne Malte Academy à tout le monde. Merci. Donc comme je rentre d'une semaine de ski, le thème de ma conférence sera avec des photos de ski. Donc voilà, je vais me présenter. Ça fait donc 2 ans que je travaille chez OVH Cloud, bientôt 3. Donc en tant que DataOps, j'ai fait une mission de 2 ans à Amadeus pour Altran et je suis diplômé depuis 2015 de l'INSA de Lyon et d'une université au Brésil, avec lequel j'ai fait un projet de fin d'études chez Facebook sur MIT App Innovator. Donc OVH Cloud, je pense que vous devez nous connaître. On est avec Aurélie Horatio, vous avez souvent cette slide de présentation. Donc quoi de neuf depuis ces dernières années? On est Secnum Cloud depuis décembre 2020. Donc on a continué à travailler même pendant le Covid. Et on a 4 univers de données, donc que ça soit du classique Mutu as a service, donc il y a le VPS, il y a l'intelligence artificielle. Donc, quand vous avez un projet cloud, au lieu de penser à nos concurrents outre-Atlantique, n'hésitez pas à regarder si on a des outils pour vous. Dans mon équipe, on travaille plus précisément dans la partie data lake. Donc, on récupère l'ensemble des données d'OVH, on les ingère dans le data lake et après on utilise des outils pour venir lire, faire du forecast, faire de la détection de fraude. Et donc, c'est tout cet ensemble-là que mon équipe gère. Maintenant, à votre tour, donc, au lieu d'utiliser le chat, je vous propose d'aller sur Menti. Et vous avez le code juste ici. Et donc, je vous propose de, voilà, de sonder, savoir si vous êtes plus dev, plus ops, si vous êtes étudiant, si vous êtes designer. Et je vais mettre les réponses à côté. Donc, et ça me permet de boire un peu d'eau. C'est vrai que ce format en distanciel, on a un peu moins de feedback, donc j'en profite pour savoir un peu où vous sondez. Après, j'ai le chat ici, si vous voulez, si vous préférez. Mais je trouve que donc ceux qui peuvent répondre autres, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, comme ça je lirai votre profession.
je vais attendre que tout le monde réponde. Donc Olivier qui est dev full stack et Yann qui est chef de projet. D'accord. Donc, et Boris DevOps. Là, ça fait un bon équilibre. Donc, pour la partie Ops, il y a des choses que vous allez connaître. Donc, c'est vrai que mon sujet va être un peu plus orienté dev, mais j'espère vous apprendre aussi plein de choses. Yann qui a été dev puis responsable prod. Tac. Donc, je pense avoir eu quasiment tout le monde. On va passer à la question suivante. Quand on vous parle d'Ops sysadmin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, n'hésitez pas à mettre vos mots, mais comme ça, on va aller voir tous ensemble. Toujours sur le même lien, le même code. Ah, donc la personne qui a répondu rien, bah, ça sera une découverte. Donc automation, Linux, Kubernetes. Oui, après ça dépend. Il n'y a pas tous les projets qui sont sur Kubernetes. La preuve pour la partie Hadoop dont je travaille, malheureusement, n'est pas encore sur du Kube. Le run, oui, qui est une grande partie, un bon temps de travail pour les admins. Les alertes, l'effet pompier, Elasticsearch. Ah, curieux. Donc je vais attendre qu'on soit jusqu'à une quinzaine de réponses et je vais continuer. Alors la personne qui répond croissant, pourquoi? Parce que elle casse la prod et elle doit payer les croissants, c'est ça? Donc on voit quand même qu'il y a une dominante sur Linux. Alors, il y a aussi du sysadmin sur Windows, hein, mais peut-être l'audience est un peu plus Linux. Méthodo, conteneur, besoin d'explication. Quand on est Ops, on a besoin d'explications, c'est ça? Donc il y a la partie observabilité, monitoring. On commence à avoir beaucoup de mots. Ah, c'est Sébastien qui m'a répondu parce que j'étais dubitatif sur la partie croissant. Donc 15, voilà. On a bien déjà un bon aperçu. Merci pour vos réponses. Ah oui, il faut que je retourne. Tac. Donc, tac. Donc, comme vous l'avez bien signalé, il y a dans mon équipe, en tant que DataOps, je travaille sur toute cette partie d'automatisation des procédures, donc pour pouvoir à la fois déployer nos outils, aussi ceux de nos clients, donc des pipelines BI et compagnie. On a la partie réplication des données qui est dans notre périmètre. On a les opérations de scaling, donc comme vous l'avez énoncé avec Kubernetes, on a le scale up, le scale down. La partie maintenance, ah oui, comme c'est une base de données, il y a tout ce qui est compaction, cleaning qu'on doit faire de temps en temps pour toujours avoir les meilleurs perfs. Donc il y a aussi la mise en place de plateformes spécifiques comme pour faire du machine learning, l'urbanisation, que chacun ait ses droits avec des accès bien spécifiques, tout ce qui est audit et donc la partie sécurité, la migration des solutions de l'ancienne plateforme vers la nouvelle, l'onboarding de projets actuels ou nouveaux, et donc une grande partie de BAU et de run, donc business as usual. Donc ça c'est bon.
Ah, une dernière question, on va faire plutôt sur le chat. Qui a déjà possédé un téléphone d'astreinte? Et donc on va faire ça sur le chat. Olivier, Malo, Boris. Donc on voit quand même qu'il y a de plus en plus, tendance à cette, philosophie, DevOps parce que les personnes, qu'ils soient Ops ou même, DevOps, possèdent ce téléphone-là. Moi-même, j'en ai un, mais je suis pas d'astreinte aujourd'hui. Oui, je peux comprendre que ça peut réveiller la nuit. Merci pour vos réponses. Donc sur cette partie-là, sur, ma ma vie, j'ai plus axé sur une partie post-mortem et donc je vais vous présenter ce que c'est le post-mortem. Donc c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau, dès qu'on a un incident. Donc, on répond à un ticket, levé par le monitoring ou par un client et donc on va répondre au plus vite, avec un workaround pour résoudre l'incident. Mais on a cette phase aussi qui découle d'un post-mortem, qui est donc ah, qu'est-ce qui se passe? Téléphone qui l'astreinte qui doit sonner. Je vais mettre le téléphone par terre, pas le temps. Alors, donc la mitigation et donc l'écriture du post-mortem qui peut être, juste interne ou publique. Qu'y a-t-il dans le post-mortem? Donc il y a l'explication de l'incident, le flux d'informations, les canaux, avec lesquels vous avez, discuté avec, vos clients, donc que ça soit interne ou externe. Comment vous avez organisé votre, équipe, si c'était de nuit, de journée, si vous avez, impacté et appelé d'autres équipes pour venir vous aider. Les ressources, donc savoir si vous avez répondu rapidement ou pas. Il y a tout ce qui est SLA, SLO, donc au niveau process et donc la création de ce rapport. Donc ça, c'est bien expliqué dans, le référentiel ITIL. Tac. On a eu des exemples, récents, à la fin du mois de janvier, comme quoi il y avait eu des incidents sur Docker et GitLab et donc comme il y a des impacts, de manière, complète ou partielle de leurs, produits, bah, ça en découle, un post-mortem. Donc on va prendre le cas d'Elliot. Donc cette, histoire, elle s'est déroulée dans plusieurs entreprises, à plusieurs reprises mais le début de l'histoire est toujours la même. Elle commence, tel un conte par Il était une fois un junior qui était fraîchement sorti de l'école ou de l'université et donc il avait réalisé quelques stages dans différentes entreprises. Après quelques interviews et la fougue ainsi que l'ardeur de la jeunesse, ce junior est impatient de mettre en application ce qu'il a vu pendant ses plusieurs années d'enseignement. Donc il ou elle commence à s'impatienter. Donc pour faire plus simple au niveau du discours, je vais lui donner un nom au lieu de dire il ou elle à chaque fois, on va l'appeler Elliot. Il se rend dans les bureaux, souvenez-vous à l'époque où il n'y avait pas de masque, ni de gestes barrières, ni de distanciation sociale. Il visite, il fait une présentation, il a une présentation de chacun de ses futurs collègues, il prend un café et il reçoit son ordinateur haut de gamme, un M1 ou un très bon ordi. Et donc, il va devoir commencer à installer les applications de son entreprise pour pouvoir pleinement commencer le travail et développer. Donc pour cela, il a une documentation sur Confluence ou sur Markdown et il commence à tout installer dans son coin, les dépendances, les outils, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Gitpod ou Google ou GitHub Workspaces, donc il avait toute cette phase de préparation. Donc il installe une machine virtuelle, il configure ses repos pour lancer les tests et pour lancer les tests pour voir si sa configuration est correcte. Puis quand il commence à programmer, il se rend compte qu'autour de lui, tout le monde s'agite. Il y a beaucoup d'appels dans le bureau, des calls, et donc il y a un incident sur la prod. À ce moment-là, les seniors devs, ils sont appelés à la rescousse pour trouver la root cause, pourquoi l'application cliente est down.
Surtout que c'est vraiment le site web de l'entreprise, c'est là où ils font leur business. Donc, chaque minute de perdu, c'est beaucoup d'argent en moins pour l'entreprise. Et donc, on voit tout le monde en train de s'agiter pour essayer de résoudre le problème. L'un des 3 développeurs identifie le problème et il va en parler au CTO, au directeur de la DSI, pour lui présenter son raisonnement. Et ce dernier, le directeur, il se déplace, il va voir Elliot et il lui répond: «Tu as tout supprimé dans la DB de prod, tu prends tes affaires et tu dégages, je veux plus te voir». Donc ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle s'est pas rendue compte, mais dans le Confluence, il y avait un endroit où c'était écrit, quand vous faites de la dev et un endroit quand vous faites de la prod. Et en allant un peu trop vite, Elliot, il a copié le bloc, il a copié dev puis prod, puis il s'est pas rendu compte, il a lancé dans son jeu de test, il a lancé sur la prod. Et le premier test que fait end-to-end, c'est drop table et charger le jeu de données de test. Et donc c'est ainsi qu'il a supprimé la DB de prod. Donc là, on peut se dire, mais comment Elliot a eu accès à ces données si confidentielles les identifiants de la prod? Et pourquoi, ils sont pas stockés dans un locker vault pour éviter ce genre de problème? Et cette histoire que je vous ai racontée, à l'instant, ça s'est produit donc la veille de Noël en 2012 chez Amazon. Il y a AWS qui était, tombé suite à ça. Il y a eu un problème similaire chez GitLab ou chez DigitalOcean, donc il y a les liens des post-mortem. Vous pourrez, cliquer sur les SAD pour les consulter. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en sortir de cette histoire de sysadmin? Donc on peut se poser la question pour ce genre de commandes, assez critiques, comme un drop table ou un drop database, peut-être mettre une approbation au début. Donc, un peu à la Jenkins, il faut que quelqu'un puisse valider si, si c'est vraiment, une commande qu'on souhaite réaliser. La même chose, on peut faire ça avec un système comme le SIEM, de venir, voir tous les événements et donc alerter quand il y a ce genre de bloquer, la requête et de venir alerter: «Attention, quelqu'un tente de faire, cette opération. Voulez-vous, vraiment la réaliser ou pas?» Comme je vous expliquais, ces informations d'identification devraient être stockées dans un lieu sûr et non pas juste sur de la documentation. Et ça s'est produit dans différentes entreprises, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tester vos procédures de restauration, donc vos backups. Et voir également, si s'il n'y a pas de corruption des backups, si c'est quelque chose qui est tout bien réalisé, chaque soir. Ce n'est pas un cas isolé, on a, le cas avec, HBO où un stagiaire a envoyé, un mailing à tout le monde. On a la même chose chez nous, donc on a dû, argumenter et envoyer un mail comme quoi il y avait un petit souci, parce qu'on avait envoyé du public postage à trop de personnes. On a, «C'est bon, Julien, ça fonctionne», donc ça, tout le monde doit l'avoir vu récemment, donc en 2022, pareil, fin janvier. Voilà pour cette petite histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est bon. Donc je vais enchaîner sur une histoire que j'ai vécue. Donc, avec mon téléphone d'astreinte là, j'étais tranquillement, au bord de l'eau, en juillet, quand j'ai mon téléphone d'astreinte qui sonne. Et là, j'ai quelque chose qui me stresse, c'est que je vois un mot qui me glace le sang. En effet, on me parle d'un incident sur le legacy. Donc je ne sais pas si vous avez une vision du legacy, mais pour moi, cette illustration est plutôt pas mal. Donc une infrastructure legacy, c'est souvent des choses assez anciennes avec, plein de rafistolage. Et nous, on est là, en tant que sysadmin ops, de devoir, réparer
avec le flou complet. Donc on avait reçu dans mon équipe le transfert d'ownership de cette infra. Il y avait peu de docs et je trouvais cela de mauvais augure. Donc le problème semblait disparaître dès que je faisais un petit restart de service sur l'un des nœuds du data lake. C'est plutôt pas mal. Donc comme j'ai restart le service, juste en faisant le restart ça fonctionnait, j'ai dit bah on va laisser comme ça et je vais aller manger. Puis ça se reproduit, j'ai mon téléphone d'astreinte qui ressonne. Donc d'après le référentiel ITIL, cet incident est devenu un problème parce qu'il s'est reproduit. Un incident, ça se produit une fois. Un problème, c'est une réoccurrence d'un incident. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme on est sur du legacy, c'est une infra qui va avoir peu d'évolution. Faut pas que je fasse trop de changements, sinon je risque de me retrouver avec cette dette technique qui peut me bloquer. Donc, il fallait trouver un moyen de faire ce restart de manière automatisée et donc avec une petite sonde, mais sans trop vouloir accentuer la chose parce que le legacy, c'est quelque chose qui allait être décommissionné et qu'on n'allait pas mettre du temps. En plus, j'avais envoyé un mail aux développeurs, mais j'ai pas eu trop de réponse. Étant le week-end, c'est normal. Donc, quand j'ai radé les logs, je me suis rendu compte que c'était lié à une saturation de la pool de connexion, donc la file d'attente. Donc au bout de 1024 clients, bah, le 1025e, je ne peux pas le traiter parce que j'ai déjà trop de clients en cours. Et donc malgré les nombreux mails que j'ai envoyés, comme j'avais pas de changelog sur le legacy, j'ai dû programmer ce workaround tout en laissant quelque chose de propre parce que si on fait juste un restart comme ça de manière automatique, c'est pas bon. Donc, j'ai opté pour la méthode KISS. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est la méthodologie KISS? Qui le disent dans le chat? Sinon, je passerai. Donc, vous ne connaissez pas? D'accord. Donc, KISS, c'est pour Keep It Simple Stupid, où il y a même une variante, Keep It Super Simple. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un code qui va être très simple. Et ce que j'ai fait, comme je me suis rendu compte que en restartant le service, le problème était résolu, bah, j'ai installé cette sonde qui check toutes les 5 minutes si le service répond bien. J'ai un timeout de 10 secondes. Si au bout de 10 secondes, mon service ne répond pas, bah, je restart. Et donc, ça fait plus d'un an que je l'ai mis dans ce script-là, j'ai mis dans un cron tab et il se lance toutes les 5 minutes. Et donc, ça fait un an qu'il tourne et j'ai déjà restarté 70 fois le service. Et depuis, j'ai plus entendu parler de ce problème sur le legacy. Donc, quelque chose de très simple, ça fait 10 lignes, mais c'est juste vérifier la connectivité. Quand j'ai travaillé chez Amadeus, j'avais beaucoup de collègues qui provenaient de chez Orange et ils ont un mot très rigolo. Ils appellent ça TPCM. Ne touche pas, c'est magique. Et je trouve que c'est une très bonne explication du legacy parce que voilà, on évite de trop trifouiller cette architecture parce que bah, elle est à la fois vieillissante, à la fois on n'a pas suffisamment de recul pour savoir les impacts. Donc c'est pour ça qu'il faut migrer au plus vite. Tac. Elle est où ma petite souris? À ce sujet-là, j'ai une connaissance qui lui est arrivée cette fameuse chose. Vous savez, un ordinateur sans écran qui traîne dans un bureau et étant à Lyon, les personnes, ils sont un peu sensibles à l'écologie, surtout quand on a nos pics, de pollution hivernaux. Donc par ce souci écologique, cette personne, cette connaissance, elle débranche l'ordinateur parce que, bah, il y a pas d'écran, ça tournait comme ça, ça faisait du bruit, ça sert à rien. Et le lendemain, son chef de service le convoque. En effet, cette personne-là venait de débrancher le serveur de la TPE et donc depuis ce jour, on a ce fameux, clip art qui est collé sur l'ordinateur en disant, bah: «Attention serveur». Et quand on regarde sur la twittosphère, on a ce genre de choses même avec,
des ordinateurs ou les fameux Mac, il faut pas les plier sinon, les refermer sinon, l'ordinateur s'éteint. Donc il y a des serveurs de production, il y a de la production ou de la ou des labs qui sont comme ça, donc à faire attention à ce niveau-là. Le CDN, donc pareil, moi tranquillement en télétravail et j'ai mon beau-père à côté qui s'énerve, il me dit: «Punaise, mon ordinateur ne marche pas, j'arrive pas à me connecter sur ma Marmiton» parce qu'il voulait faire une recette pour le déjeuner et il était à 2 doigts de balancer, son ordi parce que, bah, déjà il était particulier, c'est un Doctissimo, donc c'est un ordinateur pour les vieux, mais il voilà, il comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à accéder à internet et donc je lui ai dit: «Attends, je regarde sur mon ordi si c'est un problème d'internet ou c'est un problème d'ordi». Bah, j'avais aussi l'erreur 503 sur, mon ordi et donc je ne sais pas si vous avez été, sujet à ce problème-là, le 8 juin, mais tous les sites ne marchaient plus, une bonne partie. Donc pour citer, il y avait, The Guardian, The Financial Times, le New York Times, Le Monde, Reddit, Twitch, Amazon, PayPal, la Maison Blanche, le gouvernement britannique et donc ils avaient toutes ces erreurs, incompréhensibles avec un 503, service unavailable ou, des erreurs vanish, on avait, vraiment très peu d'informations. Alors sur la deuxième e capture d'écran, il y a quand même Fastly qui apparaît, mais c'est vraiment, trop faible, quoi. Et donc ce problème vient du CDN, Fastly. En effet, quand on communique avec, les serveurs qui sont situés aux États-Unis, très souvent on communique pas directement, on peut votre, paquet ne va pas passer par les câbles souterrains et aller, souterrains, heu sous-marins. Ils vont aller communiquer les serveurs, de la côte, est. Mais ils vont, contacter un CDN qui est en Europe pour avoir l'information la plus vite, donc un peu en mode cache et donc Fastly fait partie de ces CDN. Il y a aussi Akamai, il y a Cloudflare, il y a Amazon CloudFront et donc l'idée vraiment c'est de vous donner ce contenu-là au plus près de vos clients. Sur leur site, ils expliquent comme quoi ils ont un problème au niveau de leur, POP, leur point de présence et donc ils sont en train de corriger le problème. Ça a duré une cinquantaine de minutes et donc pour rétablir le réseau et ce qui se passe, c'est que le CDN, c'est bien pratique. Néanmoins, si le CDN ne marche pas, au niveau du protocole, ce qui est curieux, c'est que on ne va pas contacter le serveur. On a là, une petite lacune au niveau du HTTP. Alors, est-ce que le JS peut résoudre cela? Mais au niveau du protocole HTTP, on ne peut pas dire: «Bah, si on a une erreur au niveau CDN, bah, contacte le vrai serveur». Donc là, peut-être, on peut envisager, on peut penser que l'HTTP 3 ou le 4 puisse résoudre ce problème-là parce que c'est quand même, le CDN, c'est pratique. Néanmoins, si le CDN tombe, c'est notre talon d'Achille. On le voit aussi sur la twittosphère, ce genre de d'information. Alors c'est un XKCD, mais il a été modifié pour dire, bah, voilà, les CDN, c'est un peu le talon de notre, infrastructure web actuelle. Et ce qui s'était passé dans leur post-mortem, ils expliquent qu'il y avait un client, un mois auparavant, qui avait, des besoins très spécifiques. Donc pour, leur, dans leur cahier des charges et donc ils avaient implémenté ça et quand ils l'ont mis en prod un mois après, bah, c'est ce qui a donné l'incident. Donc 85 des erreurs. Donc, comme je l'ai expliqué au niveau du post-mortem, on a ces informations-là, le combien de pourcentage de clients vous touchez et des métriques à par rapport à cet incident. Donc on a eu aussi un SPOF similaire, chez Google qui était leur système d'authentification qui était tombé en panne et donc YouTube et Gmail ne fonctionnaient plus. Donc déjà, quels sont les conseils qu'on peut tirer de cet incident Fastly? Premièrement, il y a personnaliser les messages d'erreur. En effet, quand on va sur la doc du CDN Fastly, ils expliquent que si eux, ils marchent pas, vous pouvez,
rendre, éventuellement avec un CSS, une page d'erreur, donc une page de votre site en expliquant, bah, qu'actuellement il y a des soucis, merci de vous reconnecter plus tard. Et donc c'est bien plus compréhensible que ces deux trois lignes, noir sur blanc. Surtout qu'on se dit: «Bah, peut-être, on n'est pas sur le bon site». Là, on peut se dire aussi qu'il y a eu un petit souci au niveau des tests parce que, les tests end-to-end ne sont pas très fiables du fait qu'ils ont eu cet incident en prod et on peut éventuellement, penser à je pense que vous êtes plutôt, vous avez déjà entendu le canary testing, voire le bleu-vert, blue-green, deployment avec, Kubernetes et on a une, notion similaire qui s'appelle la red-black, donc la plateforme Shadow. Donc l'idée, c'est que vous avez votre prod, qui est la partie, qui est la plateforme rouge et vous avez votre plateforme, noire, qui est votre V2, qui est là, par exemple, avec ce besoin spécifique du client. Et avant de le mettre en prod, ce que vous faites, c'est que vous demandez à votre service mesh ou à votre routeur de router en même temps, à la fois sur votre plateforme, de prod, mais également sur votre plateforme V2 pour voir comment se comporte votre, V2 et avant de la mettre en prod. Donc ça peut être mis en place avec, Istio, avec des services mesh ou avec des load balancers. Comme ça, vous pouvez, préqualifier votre, V2 et également, il y a toute la partie IT dans Runbook, donc qui est, ce guide pour les sysadmins et pour les personnes d'astreinte qui doivent être documentés pour, quand vous avez un incident, très rapidement rétablir le service pour vos clients. Donc avec des diagrammes d'architecture, éventuellement, des machines état, savoir, s'il y a ce problème-là, à quel endroit regarder, donc c'est bien pratique. Au niveau de la partie, tester, au niveau des tests, il y a une autre histoire que j'ai vue récemment, qui était un problème sur Uber Eats et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils utilisent un système pour, ils délèguent le paiement comme, avec, Stripe, mais avec un autre, c'était en Inde de mémoire et donc sans le dire, la personne, ce site-là, cette entreprise avait fait un petit changement au niveau de l'API et donc quand on n'a pas d'argent sur son compte, la première fois, on avait un message: «Bah, désolé, votre paiement est refusé» et le changement qu'ils avaient réalisé, c'est que dès que la personne réessayait avec, le même compte, il y avait un autre message en disant: «Bah, ce paiement est toujours refusé, merci de» voilà et donc dans le code de Uber Eats, ils avaient juste, catché sur le premier message qui est, bah, le paiement est refusé. Mais comme l'API avait changé, ils n'avaient pas catché donc désolé, ce paiement est à nouveau refusé. Bah, pour eux, comme ils ont eu une réponse du système de paiement, ils ont eu un code de retour 200 de la part de l'API. Ils ont dit: «Bah, c'est bon, on peut, acheter, on peut, délivrer la ressource». Le repas. Donc il y avait, là pendant, une bonne soirée, voire, 2 jours, la personne pouvait commander à volonté avec ce système de paiement et sans payer les repas. Donc ce qu'on peut apprendre là-dessus, c'est qu'il faut faire attention aussi à vos dépendances, aux API que vous tapez. Parce que si vous avez un message inconnu ou que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous devez dire: «Bah, je ne connais pas, je préfère crasher» pour que les développeurs et les ops puissent prendre en compte ce nouveau, système. Alors que là, Uber Eats, ils avaient fait: «Bah, j'ai eu un 200, bah, c'est bon, tout va bien», alors qu'ils n'ont jamais été payés. Donc c'était là-dessus, je trouvais que ça c'était bien en relation avec les tests. Est-ce qu'il y a des questions, ou toujours pas? Donc je vais continuer sur la partie legacy. Donc toujours avec mon histoire d'astreinte, tranquillement. J'ai mon legacy qui
qui tombe. Merci beaucoup Olivier pour ton retour. Alors, là ce qui se passe donc, c'est que j'ai un souci pas sur le data lake, mais sur une application qui tourne autour du data lake qui va venir lire la donnée. Donc le fameux legacy, un peu ce temple d'Ankor, où ça se visite, mais plus personne ne souhaite le réparer. J'essaye de restarter mon service, mon application, en me disant peut-être, ça va permettre de résoudre le problème, juste un petit restart. Mais ce n'est pas suffisant parce que quand je restarte mon application Java, au bout de 20 minutes, ça tombe. Et là, je me dis, bon, ça sert à rien de faire une sonde qui va venir restarter toutes les 20 minutes. La personne, si elle fait une requête plus longue que 20 minutes, bah, elle ne pourra pas avoir le résultat parce que j'ai restarté l'application. Donc, je commence un peu à fouiller et je commence à regarder dans les logs et je vois que Zookeeper, il a beaucoup dans les logs de Zookeeper déconnecté, Zookeeper suspendu, Zookeeper reconnecté. Et je vois aussi des GC logs. Donc, ça signifie que Java utilise le garbage collector et que j'ai aussi des crashs au niveau de la JVM. Et donc, j'ai toutes ces informations-là qui sont dans les logs. Et là, je me dis, bon, on a essayé rapidement, on a doublé la heap size, donc la pile de Java. Et bon, on a doublé la heap. Résultat des comptes, le service il tourne pendant 40 minutes. Donc on a doublé le temps de stabilité, mais c'est pas suffisant. On peut aussi essayer de tuner la JVM. Ça, je l'aurais bien fait si on était sur la nouvelle infra. Donc commencer à customiser les choses pour que ça soit, pour que ça roule comme une Rolls-Royce ou une Porsche. Néanmoins, comme si on est sur du legacy, il faut toujours se méfier. On peut casser des choses, on ne connaît pas tout le périmètre, donc vaut mieux s'abstenir. À ce sujet, dans les liens, il y a une conférence qui s'appelle Comprendre les GC basses. Alors c'est très spécifique au niveau Java. C'est Jean-Philippe Bempel de chez Criteo qui avait donné ce talk-là à Riviera Dev en 2019 et je vous le recommande. Alors c'est très costaud en 40 minutes. Néanmoins, il explique bien comment fonctionne le garbage collector et quelles sont les optimisations. Donc sur les nouvelles infra, si vous avez ce genre de soucis, vous pouvez regarder ce talk-là, ça vaut le coup. Donc là, on est toujours avec ce souci-là. Comment je puisse réparer mon service, mon application? Donc, vous avez sûrement vu circuler ce message-là concernant le legacy. Bon, la dernière partie, je la recommande pas, hein. C'est pas du tout dans l'esprit, mais c'est juste, je pense qu'ils ont voulu jouer sur l'analogie avec le Covid. Donc, Jean-Philippe avait donné ce meet-up sur la partie tuning de JVM, mais vous vous rappelez, Legacy, l'analogie de la grotte. Et en plus, dans le monde Hadoop, on est toujours sur la version ancestrale de Java, on est sur la Java 8, alors que la 17 vient de sortir. Donc je commence un peu à creuser, je me rends compte qu'au niveau back-end de cette application, ils utilisent une RocksDB, et je suis quand même surpris de la taille du back-end, donc de cette RocksDB, parce qu'elle fait plus de 128 Go. Pour de la métadonnée, je trouvais ça vraiment beaucoup, quoi. Et le réflexe qu'on peut avoir en tant que ops aguerri, je me suis dit: «Bah, on est sur du legacy, on va quand même regarder dans les bash history, voir quelles sont les dernières commandes que les personnes faisaient. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être la réponse dedans?» Et donc je me rends compte qu'il y avait des scripts propriétaires de cet outil qui s'appelle Dremio, qui permet donc de faire du nettoyage, de faire cette maintenance de cette RocksDB. Donc j'ai demandé à mes clients, je leur ai dit: «Bah, je suis désolé, ce script-là n'a pas tourné depuis longtemps. Je pense que juste soulager la base de données, peut-être, Dremio, la web UI va fonctionner si, la base de données derrière, elle est plus légère». Et donc ça a duré quelques heures, mais on n'a plus du tout de crash JVM, on n'a plus de crash, au niveau de l'applicatif. Les clients sont satisfaits et voilà, c'était juste, du tuning, de faire ces opérations de maintenance sur le back-end, donc sur la base de données.
Et donc, ce que j'ai implémenté, donc pareil, ce script-là, de lancer, l'optimisation de la DB RocksDB, elle tourne 2 fois par semaine et depuis, j'ai plus entendu parler de cette application, donc ça tourne bien. Pour, information, la nouvelle version de Dremio, elle corrige ce bug-là, mais bon, faut faire une montée de version. Comme on est sur du legacy, on va laisser ça sur la nouvelle plateforme. On est déjà avec la toute dernière version. Comme ça, nos clients, ils peuvent l'utiliser. Il faut juste attendre la migration. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'était les deux grandes astreintes que j'avais eues durant mes 2 3 ans dessus. Alors, Olivier qui demande si j'ai documenté tout ça. Oui, dans Confluence, on a des how-to et donc capture d'écran, bah, voilà, quand vous avez ce message d'erreur et éventuellement regarder dans tel ou tel log et si ça match, bah, voilà les 2 3 commandes à réaliser. Il y a la documentation et après on peut essayer de faire du support niveau 0. Donc là, ce qui se passe, c'est que le script tourne et si, le script a des soucis, bah, automatiquement, il nous envoie une alerte ou dans un email en disant: «Bah, voilà, il y a eu un souci dans l'exécution, veuillez jeter un coup d'œil». Mais c'est vraiment une très bonne, remarque, à chaque fois que vous avez un incident, même, minime, un peu impactant, une petite doc, ça permet de comme ça, de partager la connaissance, auprès de votre équipe, auprès des développeurs, auprès de vos archis et donc ça permet comme ça, quand la personne gagne son téléphone d'astreinte, d'être plus rassurée. Elle n'est pas sur un territoire inconnu. Là, c'est un autre sujet, donc heu, l'effet de l'effet de souffle. Donc je vous ai parlé de Zookeeper. Là, c'est sur une autre entreprise, c'est Elastic. On avait parlé dans le nuage de cloud, Elasticsearch et ça se passe en 2018, le 18 janvier et le problème est étroitement lié avec Zookeeper. Donc j'ai pas expliqué, je vais en permettre pour faire une présentation de Zookeeper très rapide. Ça a été créé à peu près en même temps que le Monda Toop. C'est vraiment la base de beaucoup de systèmes distribués. Donc même Kafka l'utilisait avant la version 2.8 avec son ticket derrière, le ticket Jira. C'est l'ancêtre de Consul etcd et donc c'est un simple key value store de manière hiérarchique. Donc comme votre système de fichiers avec un arbre. Ça a de très bons résultats au niveau des tests Jepsen. C'est un site que je vous recommande de regarder, Jepsen. Jepsen, c'est vraiment une personne qui va venir essayer de détruire n'importe quelle base de données. Donc ils veulent vraiment mettre à bout l'ADB ou l'outil. Les avantages de Zookeeper. Ça permet il a la possibilité de watcher un PAF. Donc vous dites par exemple slash emploi slash dev. Et donc à chaque fois que personne va venir modifier un fichier ou rajouter une feuille dans ce PAF, vous, en tant qu'application, vous allez être au courant qu'il y a eu un changement. Il y a la notion de nœud éphémère, donc pas besoin d'avoir tout le temps une connexion permanente. Il y a la notion de session, et donc ce sont bien pratiques. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau de leur infra. Donc là, je suis en train de vous transmettre un peu, c'est un peu comme une fiche de lecture, mais il y a un très bon talk donc, qui était au Toulouse Jug. Comment les posts de mon garbage collector a pété ma prod. Donc là, c'est leur infra. Donc ils avaient leur infra ici élastique et donc les clients pouvaient venir mettre à jour et tout était avec Zookeeper au niveau central. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement au niveau de leur application qui a entraîné une augmentation au niveau du CPU du quorum Zookeeper. Donc le fait que Zookeeper, donc les 3 ou 5 machines
pour avoir ce quorum, commencent un peu à avoir leur CPU qui monte, bah, il y a quelques requêtes qu'ils n'arrivent pas à maintenir parce qu'il y a des histoires de timeout de quelques secondes. Et donc, il y a des allocators qui commencent à être coupés de Zookeeper et qui va retenter de se reconnecter. Ce qui se passe, c'est donc que Zookeeper, à ce niveau-là, il va avoir une nouvelle connexion, il va devoir recharger un nouveau système, donc des nouveaux objets en Java, et donc comme ça pour traiter les nouvelles demandes clients. Ce qui augmente encore plus le CPU et aussi au niveau RAM. Et donc, bah, des fois, il y a la GC qui venait supprimer tous les objets qui ne sont plus utilisés, mais donc pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas répondre à aux clients, donc aux zookeeper clients. Et à nouveau, pareil, des connexions qui time out, donc qui redonnent à nouveau des nouvelles connexions. Et donc, au final, Zookeeper, il avait 100 de son CPU, juste par ces déconnexions, connexions, déconnexions. Et donc, bah, il y avait tout ce qui était nouveau déploiement, il y avait tout ce qui était proxy qui ne savait pas communiquer avec Zookeeper. Et donc, les clients ne pouvaient pas passer par le proxy et venir taper sur l'infra parce que le Zookeeper mettait trop de temps à répondre. Et donc, c'est très intéressant de regarder ce talk. Je vous invite à le voir et comment ils ont résolu cet incident. C'est très enrichissant. Donc, il y a le lien à ce niveau-là. Il y a Aurélien qui dit que Consul a optimisé cet effet de burst. Oui, probablement. C'est pour ça que Zookeeper, c'est vraiment l'ancêtre à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi peut-être pour cela que Kafka a dit bah, on va laisser tomber Zookeeper parce que c'est un peu notre talon d'Achille. Et regardez bien vos outils. Peut-être il y a un Zookeeper qui est caché. Surtout dans les systèmes distribués, c'est assez probable. Donc, quand vous êtes dans votre équipe de DevOps, il peut être intéressant de savoir bah, que se passe-t-il quand Zookeeper commence à avoir des problèmes au niveau CPU ou RAM et voir comment votre infra tolère ce souci-là. Donc, je vois que tu me parles de effet de burst, oui, donc l'effet de souffle. Au final, le souci ne se passe uniquement à Zookeeper, mais ça impacte finalement toute l'infra. Donc, ce qui peut être pratique, c'est de mettre en place un circuit breaker. Donc, quand vous tapez sur un API, quand vous tapez sur un serveur, bah, voir si le serveur répond correctement. Si ce n'est pas le cas, bah, un peu comme le système électrique, vous avez un circuit à moitié ouvert. Donc, vous laissez passer une moitié des connexions et l'autre moitié, vous dites, bah, actuellement, le service, il ne va pas, il n'est pas dans le meilleur de sa forme, comme moi hein, en ce moment. Et donc, bah, il y a seulement une partie du trafic qui va être routée sur le service et l'autre, il va dire, bah, réessaye un peu plus tard pour ainsi permettre le service de se rétablir correctement. On peut aussi analyser les métriques, donc au niveau de temps de réponse des API, donc, et de voir bah, dès que ça atteint un seuil, par exemple, on sait que le timeout peut-être il est à 5 secondes. Bah, si on atteint 2 ou 3 secondes au niveau du temps de réponse de Zookeeper, bah, là, il faut commencer à regarder avant que l'incident se déclare. Après, pour les plus courageux, il y a un formalisme qui s'appelle le TLA+, qui a été inventé par Leslie Laporte. Donc, je vais même le partager ici. TLA+, tac. Et c'est très intéressant parce que, alors, c'est très théorique, mais ça permet de étudier tous les effets de bord et donc de pouvoir vous assurer qu'il n'y ait pas de problème dans votre système distribué. Donc, c'est très formel. Néanmoins, ça a la fait spécificité de gérer ces cas de concurrence. Donc, déjà, sur Elasticsearch, dans cette conférence, il y avait un truc très intéressant que dès qu'ils ont un incident, ils ont un slash bot, voilà, bot, incident Zookeeper. Donc là, l'outil me dit que ça marche pas. Et je pense que je pourrais même pas. Donc je vais faire comme ça. Ah bah, voilà. Et automatiquement, ça ouvre une war room, donc où vous pouvez joindre en tant que développeur, en tant que sysadmin, voire même en tant que technique.
et automatiquement, ça ouvre aussi un Google Doc et ça fait toutes ces étapes-là. Et donc, avec des commandes sur votre système de chat, par exemple slash notify customer, bah, automatiquement, ça met à jour votre status page, ça rajoute une ligne dans votre Google Doc. Et donc, comme ça, vous avez toute une traçabilité et vous avez toute cette préparation, automatisation de l'incident qui est bien réalisée. Donc, c'est un truc pas mal que j'ai vu chez Elasticsearch. Comme mon souci sur Dremio, le fait de maintenir vos versions à jour, ça permet de gagner ces bugs fixed. Moi, l'incident que j'ai eu sur le Legacy, il serait corrigé avec les versions récentes de cet outil. Là, concernant Elasticsearch, bah, leur outil qui utilisait la librairie qui s'appelle Curator, qui communique avec Zookeeper, bah, la version plus récente corrigeait ce bug. La mise en place d'un circuit breaking, comme je vous comme je vous ai en parlé. Il y a aussi des règles de warm-up, donc un peu comme votre voiture diesel, bah, vous préchauffez. Donc quand il y a un truc, quand tout est tombé, vous avez peut-être des règles au niveau des IP tables pour dire bah, d'abord je lance le serveur, puis après je lance les outils périphériques. Et complètement à la fin, j'ouvre à mes clients. Parce que ça évite que dès que le serveur spawn, automatiquement il se fasse tomber par l'ensemble des clients parce qu'ils sont tellement nombreux. Quand tout fonctionne, il n'y a aucun souci, mais quand il y a un incident aussi important que celui-ci, bah, quand le serveur up, il a tellement de connexions qu'il n'a pas le temps et il se retrouve à nouveau down. On l'a vu aussi sur Doctolib, il y a la notion de pour les trucs Covid, il y a la notion de liste d'attente. Donc on peut, consulter, la attendre un petit peu avant d'accéder à notre service. Et toute la partie Chaos Monkey. Comme je vois le temps, on va passer maintenant sur la partie conclusion. Toujours pas de questions, je vois les personnes qui sont en train de partir. Donc, au niveau de ces petites histoires de d'ops, il y a toute la partie donc, qui est bien décrite dans le livre de Google, de ne pas, blâmer le SRE, le sysadmin, hein. Quand il y a là, j'ai vu tout à l'heure, vous parliez de croissant, bah, quand il y a un souci sur la prod, ça arrive. Le but, c'est pas de faire du finger pointing et dire: «Bah, le problème vient de telle personne». Non, c'est juste, voilà, bah, on a eu l'incident, on a le post-mortem et le but, c'est que la collectivité s'enrichisse de ce problème-là. Et tout à l'heure, j'avais même vu dans le chat, l'histoire du stagiaire, est-ce qu'on l'a viré? Bah, non, c'est pas du tout c'est dans cette philosophie-là qu'il faut, penser. Il y a tout ce qui est QA, là, avec le Fastly, mais il y a d'autres cas. Donc et aussi faire des tests de Chaos Monkey. L'histoire de Zookeeper, c'est vraiment un bon exemple de, bah, si on teste l'intégralité de l'infra, bah, on sait qu'il y a des effets de bord et voir un peu l'effet de dépendance et s'il n'y a pas un effet de souffle. On peut aussi former les équipes. Donc, le vendredi, si le vendredi après-midi on ne met pas en prod, bah, peut-être c'est le moment de prendre la plateforme de dev, commencer à couper des RJ45, commencer à couper des câbles Ethernet et voir comment votre infra se comporte. Je sais pas, mettre une latence plus importante à votre Kubernetes, avoir, du réseau qui soit lent, bah, comme ça vous apprenez et vous vous documentez. Tout à l'heure, vous avez dit dans le chat, la documentation, bah, oui, c'est vraiment important. Il y a même un outil qui s'appelle la roue de la fortune, qui permet de savoir sur quel incident travailler, aujourd'hui. Il y a tester fréquemment vos backups. En effet, quand vous avez des soucis, bah, les backups sont là pour vous sauver et en plus vous permettez de rétablir au plus vite votre service. Il y a tout ce qui est, pipeline CI/CD. Le DevSecOps rajoute une couche sécurité là-dessus et donc implémenter, monitorer toutes les métriques importantes. Donc, on parlait des garbage collectors, bah, ça peut être une métrique intéressante. Voici la roue de la fortune. Donc vous tournez et vous avez une explication de quel incident vous allez traiter et vous avez un chronomètre qui va dire bah, le temps que vous allez identifier le problème, comment vous allez corriger, comment vous allez trier au niveau de votre infra. Bah, là, c'est le support 0, ils ne savent pas le faire. Bah, non, le support niveau 1, bah, on envoie ça au support niveau 2. Et comment va être résolu comme ça le problème? Bien pratique. Et vous avez, par exemple, là, c'est des erreurs 500. Comment les résoudre sur votre infra? On n'a pas eu le temps de tout étudier parce que j'ai eu quelques soucis
étant un peu malade, c'est un peu difficile de continuer, mais voici l'ensemble des post-mortem que j'avais dans mes slides que vous allez pouvoir, trouver sur mon site. Donc très intéressant. Il y a aussi l'incident avec Facebook. Il y a sur GitHub, vous pouvez lire les post-mortem, il y a toute une collection et il y a quelques jours, donc mardi soir, il y avait Denis qui travaille chez Deezer, qui a fait une présentation sur, la partie SRE. Donc je vous recommande de voir ce talk qui est en complément par rapport au mien. Si vous voulez venir travailler chez OVH Cloud, donc voici, des QR codes avec moi ou dans d'autres équipes et n'hésitez pas à me transmettre votre feedback. Donc voici le lien ou le QR code, vu que c'est à la mode. Il a l'air d'être un petit peu coupé. Y a-t-il des questions? Oui, tu as une question d'Ismaël qui dit: Est-ce que vous avez une équipe QA dédiée à faire des tests? Si oui, comment ça marche la relation avec eux? Alors, là, dans la partie data lake, un peu moins, mais dans d'expérience, moi, j'avais une QA qui était attitrée entre plusieurs équipes et qui venait faire, avant chaque MEP, donc venir, voir, si tous les tests passent bien. Il y avait aussi un système que j'apprécie beaucoup qui s'appelle le crash and burn. Donc l'idée, c'est de prendre l'infra de dev la nuit, venir tout déconstruire, lancer, les playbooks, lancer les scripts pour réinstaller tout, lancer les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests end-to-end, envoyer un mail de ces résultats et donc réinstaller, le backup. Pourquoi? Parce que premièrement, quand ça fait ça donc à 2-3 heures du matin, ça va venir tester votre dernier, commit, votre branche master. Déjà voir si vous n'avez pas cassé quelque chose avant de déployer ça sur votre, UAT ou voire même pire sur la prod. Donc permet de voir si votre master est toujours, bon, si tous les signaux sont en vert et si ça n'a pas eu de la régression à ce niveau-là. Après, ça permet également de tester votre backup. En effet, à la fin de tous ces tests-là, c'est le backup qui va être restauré. Donc ça permet aussi d'être, confiant par rapport à votre procédure de sauvegarde. Donc est-ce que ça a répondu à la question d'Ismaïl? J'ai Après, l'impression. ça dépend de la taille, hein, moi je me rappelle, c'était, une personne à 50, elle était un peu partout, donc elle était voilà, à cheval à plusieurs équipes et ça permettait aussi de connaître mieux un peu plus, le produit dans sa globalité et non pas juste une petite partie du data lake, mais l'intégralité. Et tu as une question un peu plus haut d'Aurélien. Je crois pas qu'elle a été répondue. Vous gérez comment en interne le partage de ces connaissances, le lesson learned? Vous avez un outil de gestion de connaissances? Alors, on a un système un peu comme, Jira. Nous, c'est ServiceNow, mais, il y a cette histoire, bah, quand on finit un incident, il nous pose la question si on a bien, complété, donc les champs pour expliquer quel était le problème et est-ce qu'on a fait un article de connaissances. Donc, c'est là-dessus qu'on puisse, travailler sur le partage de connaissances. Donc est-ce qu'il y a un lien à partager? Donc, dans l'outil de suivi de ticket, ça peut être bien de mettre en place, bah, quand on ferme un ticket, de poser la question, à la personne, bah, est-ce qu'elle a bien, documenté, cet incident? Sinon, bah, pourquoi? Est-ce que c'est une redite d'un incident précédent? Ou est-ce qu'il fallait mais oui, c'est une question qui est très intéressante et toujours documentée, donc ça peut être bien de marteler à la fin de la clôture du ticket. Eh ben, merci. J'ai l'impression qu'il y a plus de questions. Oui, on est bon. Et ben, merci beaucoup en tout cas, David, et puis merci à tous les participants et participantes d'avoir assisté à cette Malte Academy. Petit rappel, le replay sera disponible d'ici, allons,
peut-être 10 jours, le temps qu'il soit mis en ligne sur notre YouTube. Donc d'ici une dizaine de jours sur le site Malte Academy ou sur le YouTube Malte. Vous tapez Malte Community dans la barre YouTube, vous trouvez notre chaîne. Pas hésiter du coup si vous souhaitez le revisionner. Et puis bah écoutez, bon après-midi tout le monde et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi à Merci. vous tous. Au revoir.